Lizzie présente Menace de Daniel Steele, lu par Antoine Thomé. À mes enfants chéris, Béatrix, Trevor, Todd, Nick, Samantha, Victoria, Vanessa, Max et Zara. Que chaque instant de votre vie soit magnifique et vos difficultés peu nombreuses et facilement résolues. Je vous aime tant. Maman, Daniel Steele. Chapitre 1. Après une fermeture de 4 ans pour rénovation, l'hôtel Louis XVI venait de rouvrir ses portes. Situé au cœur de Paris, dans la très calme rue Boissy-d'Anglas, à l'angle de la rue du Faubourg Saint-Honoré, l'établissement jouissait d'un cadre idéal. Non seulement la voie était piétonne, mais en plus, un garde laissait uniquement passer les véhicules des personnalités et des clients. Malgré sa taille plus modeste que celle des traditionnels palaces parisiens, le Louis XVI était l'hôtel préféré des célébrités, des membres de la jet-set et de l'élite internationale. Il offrait des chambres magnifiques et des suites grandioses, toutes décorées de superbes antiquités provenant de la remarquable collection d'art des propriétaires. Elles étaient également tapissées d'exquises draperies, confectionnées dans les soies et les satins les plus fins, sans oublier les parquets, aussi somptueux que ceux de Versailles. Le cachet de l'établissement, à la fois intime et luxueux, lui permettait de soutenir la comparaison avec la plupart des résidences de ses hôtes. Surtout, les clients appréciaient le charmant directeur de l'hôtel, M. Louis Laval, qui avait fait ses classes au Ritz et dont la réputation sans tache suscitait la jalousie de ses concurrents. Il avait géré le Louis XVI d'une main de fer pendant 38 ans et était très respecté de nombreuses stars de cinéma, chefs d'entreprise et autres personnalités connues du grand public qui auraient beaucoup souffert d'une indiscrétion. Et cela ne s'était jamais produit. Monsieur Laval faisait tout son possible pour protéger de la presse et des paparazzis les hôtes de son établissement. Encore fallait-il qu'il les juge dignes du Louis XVI, car il ne tolérait aucun écart de conduite. Et les clients qui ne se montraient pas à la hauteur de ses attentes se voyaient interdits de réserver ne serait-ce qu'une table au déjeuner, sans parler d'une des fabuleuses suites. On surveillait en particulier de très près les rockstars, accueillis avec froideur et réserve. Quant aux nouveaux riches, incapables de se comporter dignement en public ou de respecter les lieux, ils n'avaient jamais été les bienvenus. Quand l'hôtel avait fermé pour rénovation, M. Laval, âgé de 74 ans, dépassait depuis longtemps l'âge de la retraite. Mais il ne donnait aucun signe de vouloir s'arrêter. Hélas, il était mort des suites d'un cancer foudroyant 11 mois avant la fin des travaux que même son décès prématuré n'était pas parvenu à retarder tant il les avait orchestrés d'une main de maître. C'était lui qui avait enregistré les premières réservations 2 ans auparavant. L'établissement affichait complet bien avant la réouverture. Le jour de l'inauguration, on avait accroché dans le hall son portrait, en costume de cérémonie, que les anciens habitués contemplaient avec nostalgie. Certains en avaient la larme à l'œil. Monsieur Laval, un homme d'une loyauté sans faille, et toujours prêt à se sacrifier pour protéger la réputation de ses clients fidèles, manquait cet événement pour lequel il avait tant œuvré. Ce n'était pas le cas des membres du personnel qui, certes, respectaient profondément le directeur, mais avaient à moult reprises souffert de son inflexibilité. Parmi les clients présents, on apercevait quelques nouveaux visages, car l'établissement avait reçu plusieurs annulations de dernière minute la semaine précédente. Personne ne connaissait le nouveau directeur, Olivier Bateau, qui prenait la relève de M. Laval. Quant à l'ancien adjoint, il faut croire qu'il ne s'était pas remis de la perte de son directeur, car il avait démissionné peu de temps après son décès, puis avait déménagé en Espagne. De son vivant,
Louis Laval passait ses vacances d'été dans le sud de la France, où il possédait une maison. Il l'avait léguée à son fils unique, prénommé Albert, médecin à Tahiti. Il était marié à une femme du pays et père de 3 enfants. Rares étaient ceux qui connaissaient l'existence de cet enfant caché, à part Guylaine, la première gouvernante de l'établissement, qui avait été la discrète compagne de Louis pendant les 20 dernières années de sa vie. Laval et son fils étaient des étrangers l'un pour l'autre. Albert, issu d'un premier mariage dissous quelques mois après sa naissance, avait été élevé par son grand-père maternel en Bretagne et ne venait jamais à Paris. Quant à Louis, il se contentait de lui rendre visite à Tahiti tous les 5 ou 6 ans. Après la mort de son père, Albert avait été stupéfait. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.